Hello! Je vais enfin faire la FAQ. Alors j'ai écrit les questions sur le côté parce que j'en ai reçu plusieurs, j'en ai reçu sur plusieurs plateformes différentes et du coup je les ai toutes rassemblées au même endroit. Avant de commencer, j'avais juste envie de vous remercier parce que c'est juste trop cool. Oui, même en story, je ramène mon café. C'est super chouette, je suis super contente de votre soutien et de votre investissement finalement sur la chaîne et sur la page Insta. Ça me fait super plaisir que ce soit interactif. Mais sans plus attendre, on y va. Alors, au niveau du format, Matt demande combien de temps me prend chaque vidéo. Alors déjà, merci Matt pour ta question. Les vidéos me prennent pas énormément de temps pour le moment, ce qui est assez chouette, comme la trame est plus ou moins claire dans ma tête. Il me faut le temps d'écrire le texte, ce qui me met environ 10 minutes. J'écris très vite. Et comme c'est clair dans ma tête et qu'en fait ce sont des choses pour le moment que j'explique vraiment tous les jours ou presque, j'ai l'habitude de les expliquer et ça vient très naturellement. Après, le montage prend plus de temps. En général, j'en ai pour une soirée, donc je dirais 2-3 heures si c'est vraiment un truc où je vais ajouter des choses. Mais vous l'avez remarqué, les montages, c'est pas nécessairement l'endroit où je suis le plus performante. Ça va s'améliorer, je me stresse pas pour ça. Mais du coup, ouais, je dirais 2-3 heures pour le montage, grand maximum. Si j'ai bien écrit mon texte et que ce jour-là j'étais en forme, ça met beaucoup moins de temps parce qu'il faut faire beaucoup moins de coupes. Mais voilà. Et puis après, il y a la miniature à faire. Ça demande des compétences sur Photoshop. Comme je suis souvent à la dernière minute à ce moment-là, je prends pas trop de temps. Je fais comme je peux. Parfois ça met aussi 2 heures, parfois ça met 10 minutes parce que j'ai juste pas le temps et qu'il faut poster la vidéo et que j'ai envie de mettre une miniature que j'aurais fait moi-même. Ce qui me rassure avec les miniatures, c'est qu'on peut les changer. Du coup, je me dis qu'elles sont pas là pour toujours et que j'en mettrai dès qu'ils me plaisent plus après. Alors, deuxième question. Alors parfois j'ai mis le prénom parce que c'était en public, parfois j'ai pas mis parce que c'était en privé, du coup là j'ai pas le prénom. Comment s'est passée ton expérience à la télé? Ouais, il y a pas si longtemps, je pense que c'était en novembre, je suis passée à la télé dans le cadre en fait du reconfinement en Belgique, donc je suis belge, hein. On a été reconfinés et du coup j'ai été appelée pour discuter de comment survivre à un reconfinement. Ce serait intéressant de vous remettre la vidéo ou peut-être simplement d'en refaire une sur la chaîne où je pourrais vraiment prendre le temps de discuter. Cette expérience s'est super bien passée, ça m'a vraiment fait plaisir. C'était chouette, j'étais contente parce que je trouvais que les intervenants étaient assez complémentaires et j'étais aussi contente parce que je pouvais j'ai pu transmettre les messages que je voulais, quoi. En particulier celui qui finit la vidéo qui dit que on a le droit de déprimer en fait dans une situation aussi terrible que ce qu'on est en train de vivre. C'est tout à fait normal de déprimer et il faut un peu sortir de cette injonction de ah, vous êtes à la maison, vous avez du temps libre. Bon, ce deuxième confinement est différent, mais quand même, il faut en tirer le maximum. Pas spécialement en fait. Alors, question suivante, tu es encore aux études? Déjà, c'est une question qui me fait plaisir, parce que, pour des raisons évidentes. Mais non, je suis plus aux études depuis quand même de plus en plus longtemps, là. Ça fait quelques années, donc je crois que je suis sortie de l'UNIF en 2014. Par contre, j'ai jamais arrêté de me former, ça c'est clair. J'ai fait une formation en oncologie, donc avec les personnes qui ont le cancer. Et ensuite, j'ai fait une formation en systémique, mais ça, je vous en parlerai en long et en large parce que c'est ma passion en fait. La systémique, c'est souvent réduit à la thérapie des familles et de couples, mais c'est pas que ça. C'est bien au-delà de ça et ça se fait en individuel aussi. Très rapidement, l'idée c'est qu'on est tous pris dans des systèmes, souvent la famille, souvent le couple, mais le travail. En fait, on est tout le temps dans des systèmes et
Et donc on n'est pas juste tout seul à vivre notre truc, on est influencé par des choses extérieures, on est influencé par des choses à l'intérieur de nous aussi, bien sûr. Et voilà, et on essaye de s'accommoder, de se mettre le mieux possible par rapport à tout ça. Et le petit bonus en systémique que moi j'adore, que je trouve vraiment très pertinent, c'est on se considère en tant que thérapeute comme faisant partie du système thérapeutique, bien sûr, mais de nos patients. Donc on n'est pas objectif, en fait. Ça fait longtemps qu'en systémique, on a lâché cette idée qu'on pouvait être objectif. Merci pour ta question. Je trouvais que la question suivante était liée, et ça me fait super plaisir. On me demande, ça t'est venu comment, cet intérêt pour la psy? Alors, je suis un exemple, je pense. Je sais pas si en psycho, tout le monde est comme moi, peut-être. Mais je pense pas que dans le monde, en général, ce soit comme ça. Mais pour moi, ça a vraiment été une vocation, la psycho. Alors, avec tout ce que ça peut bien vouloir dire sur moi, hein, mais je me souviendrai toujours qu'en primaire, on m'appelait la boîte à secrets. Les gens ont toujours eu facile à me parler et j'ai toujours eu facile à écouter. Et en fait, ça me faisait plaisir. Et du coup, très 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 rapidement, c'est devenu clair dans ma tête que je voulais être psychologue. Et je me souviens aussi que vers 14 ans, 14-15 ans, j'ai été au centre PMS de mon école. Donc le centre PMS, pour ceux qui sont peut-être en France, c'est les centres psycho et sociaux des écoles chez nous. Donc il y a des psychologues, des orientateurs scolaires, ça se dit comme ça. Et donc j'ai été là et je me suis renseignée. Donc j'ai dit voilà, c'est quoi mes options pour être psy? Je me doutais bien que ce serait l'UNIF, mais je voulais savoir s'il y en avait d'autres. Et je me souviens que la psy de l'école, dont je vous ai d'ailleurs parlé, m'a pas fait très bonne impression, mais bon. Je vous en ai parlé dans un de mes posts, mais vous pouvez retourner un peu en arrière dans les posts, il n'y en a pas beaucoup sur Insta. Vous pouvez voir un petit peu mon expérience avec elle. Mais quoi qu'il en soit, cette fois-là, elle m'a donné quelques brochures en me disant, bah voilà, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et je me souviens qu'elle pensait en fait que j'étais en réto. De nouveau, la réto, c'est la dernière année des secondaires en Belgique. Et donc, alors que non, pas du tout, j'étais peut-être en deuxième ou en troisième. Donc, voilà. Pour les Français, en fait, chez nous, c'est l'inverse. Hein. Donc, deuxième, troisième, j'avais 15 ans max. Hein. Voilà, donc ça m'est venu de manière spontanée, innée, et ça s'est construit au fur et à mesure des années. Et jusqu'à présent, j'ai jamais regretté d'être psy, d'avoir été vers ça, même si j'ai eu beaucoup de colère sur la manière dont on est formé en tant que psy. Je pense qu'on pourrait en reparler, mais la formation de psy, c'est... Quand tu sors de l'UNIF, t'es pas thérapeute. T'es un bon psychologue, c'est-à-dire tu comprends beaucoup de choses, mais t'es pas thérapeute, quoi. Les gens te parlent et toi, tu es dans ton cerveau parce que t'as appris à faire des théories, mais tu sais pas comment aider les gens. Ça m'a beaucoup mis en colère quand je suis sortie de l'UNIF. Mais enfin bref, on pourra en reparler. Ensuite, Marie demande, comptes-tu faire des vidéos sur les événements traumatiques et comment les traiter? Alors oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, les formations sur le trauma, c'est un truc que je veux absolument faire. Bon, je me forme toujours en autodidacte, hein, c'est pas ça, mais je trouve c'est... En fait, on a plus de traumas que ce qu'on croit. Évidemment, il y a les gros traumas, il y a les choses... on peut pas se tromper, c'est évident que c'est des traumatismes. Et puis, il y a des choses où on réalise pas, en fait, ce que c'est un traumatisme. Et je pense que c'est super important de revenir sur c'est quoi un traumatisme. Très très rapidement, je vous le dis, il y a 3 critères importants. Un traumatisme, c'est quelque chose qui vous tombe dessus de manière injuste, sans aucune raison, juste ça vous tombe dessus, dans laquelle vous êtes impuissant, vous pouvez rien faire en fait, ou quoi que vous fassiez, ça change rien, et qui vous confronte à une forme de mort. Alors ça peut être la mort physique, mais ça peut aussi être la mort psychique, sociale. Donc le terme mort est beaucoup plus large. On est des humains, on a différentes manières de vivre une impression de mort, je veux dire de manière de plus exister.
Et donc il y a ces 3 choses-là et ça peut être une fois, voilà, comme un accident de voiture, comme ça peut être différent, enfin, dans une fréquence, par exemple comme du harcèlement. Donc, mais ça, on y reviendra et bien sûr, on va aussi parler de comment les traiter, même si sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même. Et si je n'y croyais pas, je ne ferais pas une chaîne de vulgarisation psy à visée thérapeutique comme je le fais. Et en même temps, dans les traumas, je pense que pour pouvoir... Enfin, ça fait partie de la thérapie de faire ça avec quelqu'un de confiance. Donc, du coup, je vous renverrai vraiment vers un thérapeute. Mais bon, bref, on aura l'occasion d'en reparler. Et super chouette question. Merci Marie. Dena demande: aurais-tu des conseils pour gérer des moments de stress intense ou des situations imprévues graves? C'est une excellente question. Qui demanderait, et je pense que je vais m'en inspirer, qui demanderait une vidéo complète sur les moments de stress intense, les situations imprévues graves, dans le sens où c'est très très large. C'est quoi des situations de stress intense? C'est quoi des situations imprévues graves? On peut imaginer des crises d'angoisse, on peut imaginer que ça dure sur plus long terme. Et ça me donne bien envie de faire ça. Alors des conseils, c'est tellement large que du coup j'ai un peu de mal à trouver des conseils précis. Je dirais que par exemple, enfin voilà, je vais choisir de parler des crises d'angoisse pour faire écho au moment de stress intense. Les crises d'angoisse, vous pouvez faire 3 choses qui fonctionnent super bien. On reprendra ça dans une vidéo précise. La première chose à faire quand on fait une crise d'angoisse, c'est expirer, parce que ça, on le verra. Quand on fait une crise d'angoisse, en fait, on a trop d'oxygène dans les poumons, puisque le corps est prêt à se battre, il a fait le plein d'oxygène. Et donc, à se battre ou à fuir. Et donc, expirer, ou respirer dans un sac, pour faire le plein de CO2. Et deuxième chose à faire, ça c'est plus pour permettre au cerveau de s'ancrer dans le présent et réaliser qu'en fait, y a soit le danger est passé, soit il n'y a plus autant de danger, c'est de citer 5 choses, 5 objets rouges que vous voyez dans votre champ de vision. Ça peut vraiment, voilà, moi j'ai ici le papier de la poste, un bouquin, un petit cœur ici, qu'est-ce que j'ai, un câble et le bouton de la télécommande est rouge aussi. Donc juste ça, mais vous allez voir sur le moment, ça aide vraiment le cerveau à se reconnecter, à se réancrer en fait dans le présent et dans la réalité. Parce que à ce moment-là, le cerveau il est vraiment complètement en train de décoller. Donc ça c'est un super chouette truc qui marche très bien. Et le troisième truc, c'est les 5 sens. Donc dire un truc que je sens au niveau du olfactif, un truc que je vois, un truc que je goûte, un truc que je sens au niveau de la peau, et un truc que j'entends. Donc par exemple, moi ici je dirais que je goûte le café, je vois mon écran d'ordinateur, je sens l'odeur du café, je goûte le café, je l'ai déjà dit, je sais plus. Et je touche par exemple ici mon tissu. Donc ça marche très bien aussi, avec la même idée de s'ancrer, et sauf que ici en plus de s'ancrer, on va se reconnecter au corps, ce qui est super important dans la situation de stress, enfin de crise d'angoisse. Mais super bonne idée, Dena. Je vais faire une vidéo en entière dessus et je te la dédicacerai du coup. On demande ensuite, c'est l'avant-dernière question: as-tu déjà travaillé sur la relation corps physique-esprit, par exemple des douleurs dues au stress? Alors oui, c'est l'un des trucs qui nourrit le plus ma pratique. Pour moi, la relation corps-esprit, mais alors aussi en plus émotion, c'est tout en fait. Et j'ai pas du tout commencé comme ça à travailler, mais comme je travaille en douleur chronique depuis des années maintenant, c'était quasi mon premier job, et que j'y suis encore, j'ai pas pu faire autrement que d'intégrer le corps physique, comme tu dis, dans ma pratique. Et en fait, c'est passionnant. Et maintenant, tous mes autres patients que je
que je connais en dehors de la clinique de la douleur, je leur demande tout le temps qu'est-ce que leur corps dit de tout ça, parce que je sais pas si c'est une question de société, vous allez me dire que c'est tout le temps une question de société avec moi, mais, mais je pense qu'il y a beaucoup de sociétal et de culturel dans notre rapport à nous et aux autres. Dans notre société, on est fort déconnecté de notre corps, c'est assez impressionnant. Alors que le corps a tout autant à dire que le cerveau, il a autant d'informations, il est aussi pertinent. Et pareil pour les émotions, hein, ça on en a parlé dans une vidéo. Et donc, ouais, je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans toutes mes séances, j'essaye de faire ce passage corps, esprit, émotion, et de relier et de permettre à la personne d'avoir cet outil, d'utiliser cet outil juste principal et essentiel, pardon, qui est le corps. Et évidemment, des douleurs dues au stress, bah, c'est un truc très très fréquent. On va avoir de manière très typique les douleurs au cervical. Alors je suis pas la mieux placée pour en parler dans le sens où je suis ni kiné ni médecin ni rien de médical, de aussi médical, mais de mon expérience et de ce que je vois et de ce que je lis quand même, parce que je me renseigne quand je commence à travailler dans une clinique et je continue à me renseigner sur les douleurs. Tout ce qui est cervical, c'est très souvent, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais très souvent lié au stress. On a tout ce qui est fibromyalgie qui est souvent dans la littérature. En fait, on voit, donc quand je dis dans la littérature, c'est les études qu'on a fait. En fait, dans la littérature, on voit beaucoup de liens entre les douleurs, entre la fibromyalgie et le fait d'avoir vécu des choses difficiles. Voilà, les corrélations, c'est souvent les personnes qui ont une fibromyalgie ont vécu au moins un traumatisme dans leur vie. Ça, le mot souvent est super important, c'est pas toujours le cas. Mais en fait, on voit qu'il y a quelque chose. La fibromyalgie, c'est une maladie qu'on comprend très mal, donc pour le moment, c'est pas trop dire plus que ça. C'est juste qu'on a remarqué qu'il y avait un lien. Donc la fibromyalgie, souvent, c'est lié à ça aussi. Enfin, il y a un lien en tout cas. Et je pense aussi par exemple au burn-out, mais de manière générale, les inflammations, on va en parler dans des vidéos et c'est super chouette que vous posiez la question, ça vous fait des petits trailers. Mais en fait, quand on stresse, ça reste pas juste dans notre tête et c'est pas juste des ruminations et des pensées, ça a un véritable impact sur le corps. Il y a des hormones qui se lancent, physiologiquement, le corps se prépare avec ce stress. Et évidemment, ça a un impact sur le corps quand c'est pas évacué. Et donc, du coup, oui, il y a des douleurs qui sont dues au stress. Et oui, je travaille beaucoup avec ça, je trouve ça passionnant. Mais il y a aussi l'inverse. Et ça, c'est super important. Il y a aussi le stress qui est dû aux douleurs. Donc c'est pour ça que la corrélation, par exemple, en fibro, on ne sait pas exactement dans quel sens elle va, mais dans plein d'autres trucs de douleur aussi, parce que on sait que plus on est stressé ou dépressif ou dépressif, plus on va avoir des perceptions de douleur différentes, et le stress en particulier peut faire augmenter la sensation de douleur. Je m'arrête là, sinon je peux en parler des heures, je crois. Mais c'est super intéressant et je vais d'office faire une vidéo dessus, c'est sûr et certain. Je pense même plus qu'une vidéo. Et dernière question, que je suis contente d'avoir mise à la fin parce que ça nous en renvoie à la vidéo de jeudi, que j'ai pas encore écrite d'ailleurs, mais je vais l'écrire demain. Donc la question c'est, dans quelle mesure le fait d'être dans une relation saine permet de se dépasser davantage qu'avant ? Cette question me touche énormément. J'ai une amie qui utilise cette métaphore que je trouve extrêmement parlante, et je terminerai là-dessus. Elle dit d'être dans une relation, je ne sais pas si elle va dire toxique, mais en tout cas être dans une relation qui ne nous convient pas totalement, qui ne nous convient pas, c'est comme être dans un pyjama trop petit. Et j'ai envie de reprendre cette question et de dire en quoi est-ce que le fait d'être dans un pyjama à ma taille, et vous savez les pyjamas en général on les prend un peu plus grands, un peu plus larges, en quoi est-ce que le fait d'être dans un pyjama à ma taille, dans lequel je me sens bien et confortable, va me permettre de me dépasser davantage que quand je suis dans un pyjama trop petit.
Bah, je pense que l'image parle d'elle-même, quoi. Si je suis dans des vêtements, dans un pyjama qui est confortable, je vais pouvoir bouger, je vais pouvoir courir, je vais pouvoir sauter, je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Alors que si je suis dans un pyjama trop petit, bah, il y a toujours ce risque que ça craque, que ça se déchire, et bah, du coup, j'ose plus rien faire. Et ça, ben, je vais reprendre ça dans la vidéo de jeudi. Donc, si ça vous intéresse, n'oubliez pas. Enfin, n'oubliez pas, regardez la vidéo, pas jeudi ou un autre moment d'ailleurs. Voilà, bah en fait, cet FAQ a duré plus longtemps que ce que j'aurais cru. Merci d'être resté jusqu'au bout, ça me touche super fort. J'espère que les réponses vous ont intéressé et je vous remercie vraiment pour toutes ces questions, pour votre investissement. Vous n'hésitez pas, vous m'envoyez d'autres questions si vous en avez, par MP, par commentaire, enfin peu importe. C'est vraiment des choses qui vont nourrir les vidéos. Comme ça, je sais ce qui vous intéresse. Et on se dit à jeudi alors. Bye!